Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public, à l'orée duquel je vais vous donner quelques nouvelles de notre campagne de financement participatif. Comme vous le savez, elle a lieu sur KissKissBankBank et, comme vous ne le savez pas encore, elle entre dans son avant-dernière phase, c'est-à-dire qu'il nous reste 17 jours. Les avant-dernières phases sont toujours les plus accidentées parce que si nous avons déjà atteint 70% de notre objectif, il ne faudrait pas que nous dormions sur nos lauriers ou que vous dormiez sur vos lauriers et que nous nous trouvions dépourvus au moment où il faudra récolter les 30% qui manquent, voire peut-être d'ailleurs dépasser notre objectif. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas attendre, à vous ruer sur votre carte de crédit et à contribuer à nous donner les moyens de notre indépendance et de la poursuite de nos conversations. J'ai indiqué la semaine dernière que les contributrices étaient plus nombreuses que les contributeurs. C'est une différence qui est en train de s'estomper légèrement. Nous espérons que les contributrices vont avoir à cœur de remonter et de conserver leur avantage, mais nous espérons aussi que les contributeurs vont avoir à cœur de ne pas laisser les contributrices continuer à marcher en tête de tous ceux qui nous soutiennent. Vous vous souvenez évidemment que toute soutien, même petit, est important et que vous avez plusieurs moyens de nous aider. Celui de contribuer financièrement, mais aussi celui de faire connaître notre adresse, l'adresse de notre site, le site des émissions régulières, le nouvel esprit public toutattaché.fr, car comme vous le savez, beaucoup de gens qui nous étaient contents de nous écouter par la voie hertzienne ignorent encore qu'ils peuvent le faire par la voie électronique du podcast. Nous remercions tous les contributeurs et pour ma part, Céline Gueffier, Jacques Millepied, Sébastien Prouveau, Grégoire Poisson et Léo Tricot. François Bujon de l'Étang. Pour ma part, je remercie Pierre Grandebeuf, Jacques Ferron, Emmanuel Boisselet, Arnaud Réguillet et Claude Falgon. Lucille Schmitt. Alors moi, je remercie Vincent Viguier, Pierre Courvoisier, Samuel Gaillard, Romain Hérault et Serge Collin. Jean-Louis Bourlange. Quant à moi, je remercie Robert Labalette, Marie Canzano, Véronique Morel, Jean-Paul Laborde et Jean-Paul Combé-Morel. Merci à elle et merci à eux. Et je rappelle aussi que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le numéro de cette semaine est consacré au Brésil, où se joue aujourd'hui une élection capitale. Les enjeux en sont éclairés notamment par Cecília Maesa, politiste brésilienne, qui craint que ne se produise dans son pays une situation comparable à ce que nous aurions connu si le deuxième tour de l'élection présidentielle avait vu chez nous s'affronter Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Nous allons maintenant nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée et nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Nous commencerons par nous intéresser à ce qu'on pourrait appeler l'après-Collomb. C'est au Premier ministre que le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérard Collomb a passé ses pouvoirs, le temps d'un intérim qui dure encore au moment où nous enregistrons cette émission, c'est-à-dire vendredi matin. Le ministre de l'Intérieur avait remis par 2 fois en 48 heures sa démission au chef de l'État. Le chef de l'État en avait pris acte, davantage qu'il ne l'avait accepté. À la mi-septembre, Gérard Collomb avait annoncé dans les colonnes de l'Express qu'il quitterait le gouvernement en 2019 pour préparer sa candidature à Lyon. Cet épisode intervient 1 mois seulement après la démission surprise d'un autre ministre d'État, Nicolas Hulot, et sur le fond d'une sorte de litanie d'affaires d'inégale ampleur, mais qui mettent en cause d'un côté le fonctionnement de la présidence et de l'autre qui implique différents membres du gouvernement Philippe. Cette période d'incertitude gouvernementale est d'autant plus mal perçue qu'elle se conjugue avec des errements à répétition dans la communication élyséenne depuis la rentrée. Il en résulte une impopularité croissante et une confiance mesurée à 30% par le baromètre Kantar Sofres pour le mois d'octobre.
Pour autant, le déplacement d'Emmanuel Macron à l'Assemblée générale des Nations unies, où lui a été décerné le titre honorifique de champion de la Terre, ce déplacement a été bien perçu par la presse internationale, qui continue de voir en lui un des meilleurs défenseurs du système multilatéral issu de la Seconde Guerre mondiale. Et chez nos principaux partenaires européens, notamment allemands, Emmanuel Macron reste un atout majeur pour tenir tête à Donald Trump dans une relation bilatérale entre les États-Unis et l'Europe qui continue de se tendre. C'est ce bilan international positif que le président de la République devrait mettre en avant pour renverser la tendance dans le cadre d'une campagne législative pour les européennes dans laquelle il a affirmé au journal du dimanche vouloir s'impliquer. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, ce qui me semble, c'est que autour de cette démission de Gérard Collomb, on voit bien que la conquête du pouvoir n'est pas l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que on sait que Emmanuel Macron a, d'une certaine manière, détruit l'ancien monde politique, et d'ailleurs il en a fait une sorte de motto, mais qu'aujourd'hui, créer un nouveau monde politique et créer au fond une nouvelle ère, que ce soit pour la France, que ce soit pour l'Europe, c'est au fond infiniment plus difficile que cette conquête du pouvoir et cette destruction d'un ancien monde qui, au fond, était déjà en train de se dégrader fortement et dont il avait eu l'intuition qu'il pouvait, à la hussarde, créer donc, s'emparer de cette présidence de la République, alors qu'on célèbre l'anniversaire de la Ve République. Ce qui était très intéressant dans cette prise de pouvoir de Macron, c'était le fait qu'il voulait incarner au fond l'essence même de cette Ve République. D'ailleurs, sa référence à De Gaulle, le fait qu'il aille à Colombey, les deux églises, c'est quelque chose qui décrit son imaginaire politique, ou du moins ce qu'il essaie de nous imposer. Et on voit bien autour de ces démissions en cascade, Gérard Collomb, Nicolas Hulot, qui sont quand même deux personnalités extrêmement différentes, qui avaient un rang protocolaire très important au sein du gouvernement, mais qui sont deux personnalités qui incarnent une vision de la politique extrêmement différente. Je rappelle que Gérard Collomb, c'est quand même celui qui a conquis Lyon pour le Parti socialiste en 2001, une ville qui était à droite, que c'est quelqu'un qui a instauré une sorte de centrisme de gauche, qui est un grand girondin, et qui, en même temps, accompagne Emmanuel Macron en 2016, lorsque Emmanuel Macron veut conquérir le pouvoir. C'est Gérard Collomb qui, d'une certaine manière, montre que la Macronie n'est pas seulement celle de jeunes ambitieux qui veulent détruire l'ancien monde, et qui dit, rassurez-vous, il y a quelque chose autour de ça qui est rationnel. C'est-à-dire que, au fond, on peut mettre en place une nouvelle vision de la société. Le départ de Gérard Collomb est donc quelque chose qui est assez grave, surtout qu'il succède à ce départ de Nicolas Hulot. Et à partir de là, on peut s'interroger sur est-ce que la Macronie, est-ce que le nouveau monde politique existe ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui relève de l'ambition d'un seul homme, ou est-ce qu'il y a un nouveau système qui se met en place ? Est-ce qu'on peut être rassuré sur les perspectives, au fond, d'un renouvellement de ce qu'est la vie politique française et au-delà de la vie politique européenne, puisqu'Emmanuel Macron, effectivement, porte l'ambition européenne. Donc, c'est autour de cette question, je crois, qu'il faut voir mettre en perspective cette démission de Gérard Collomb. Je voudrais aussi dire une dernière chose, c'est que elle nous rappelle que lorsqu'on veut construire quelque chose en politique, il faut être entouré et savoir tenir compte de la dignité de ceux qui vous ont fait d'une certaine manière. Parce que l'aventure politique n'est pas une aventure individuelle, elle est collective. Et j'ai été personnellement assez émue, intéressée par la façon dont Gérard Collomb a résisté à un système qui lui disait « non, tu dois rester ». Et au fond, depuis l'affaire Benalla, on sentait bien que Gérard Collomb s'était senti profondément humilié de ce qui avait été découvert. Lorsqu'il était passé devant la commission d'enquête parlementaire, il avait d'ailleurs refusé de porter le chapeau. À partir de ce moment-là, le divorce a été consommé, je pense, entre lui et Emmanuel Macron. Si l'affaire Benalla n'était pas une affaire d'État, elle posait en tout cas la question de la solidarité au sein de la Macronie, de la manière de traiter ceux qui vous sont proches. Gérard Collomb n'est pas n'importe qui. C'est pas seulement un grand baron de province, c'est un agrégé de lettres classiques, c'est quelqu'un qui cite les anciens Grecs. Il a rappelé au fond Emmanuel Macron aussi à la manière dont il fallait ne pas être seul si on voulait exercer le pouvoir durablement. François Bujon de l'Étang. Oui, Lucille l'a dit,
le cas de Bertrand Collomb est très particulier en raison de sa personnalité. C'est un personnage important, et c'est surtout, dans l'entourage de M. Macron, un des rares poids lourds politiques qui pèse véritablement et qui subsistait. Et puis, ce qui rend évidemment cet épisode particulièrement important, c'est la relation particulière qu'il y a entre le fait que c'était un compagnon de la première heure, qu'il a joué un rôle extrêmement important dans le décollage de l'opération Macron, dans sa victoire électorale, dans la constitution de la République en marche. Ce n'est pas n'importe qui, c'est plus qu'un ministre d'État, c'était un compagnon qui disait avoir une relation fusionnelle avec le président de la République. Bon, donc, Monsieur Macron peut dire, comme il l'a fait, que c'est une péripétie. Certes, évidemment, au regard de l'histoire universelle, c'est une péripétie, mais c'est plus qu'une péripétie, c'est un incident de parcours qui est tout à fait important, d'autant plus qu'il ne vient pas seul, puisqu'il vient couronner, hélas, une série de revers, de déconvenues, d'erreurs, de maladresses, qui s'est étirée tout au long de l'été, qui a commencé avec l'affaire Benalla, qui a entraîné l'éclipse apparemment temporaire seulement de la réforme constitutionnelle, mais qui a littéralement disparu de l'agenda dans l'immédiat, auquel il faut ajouter les mauvaises nouvelles économiques, l'absence de résultats tangibles, palpables des réformes pour l'instant, et le mauvais fonctionnement, je dirais, de la majorité parlementaire qui très souvent fait étalage de son inexpérience ou de ses incertitudes, la démission, bien entendu, de Nicolas Hulot et parfois les maladresses de communication du président de la République qui a eu un certain nombre de très mauvaises retombées de certaines de ces déclarations. Alors l'étoile présidentielle est terriblement ternie et bien entendu c'est sur cette toile de fond, en outre, que l'affaire Collomb vient se greffer. Alors c'est une crise, et c'est une crise politique puisque cette fois-ci le président et le Premier ministre se trouvent dans l'obligation de faire un remaniement ministériel important, ce qui aurait pu être fait après la démission de Nicolas Hulot, mais ce qui avait été volontairement écarté. Cette fois-ci, il va falloir aller beaucoup plus profond, et c'est pour ça qu'il faut se donner quelques temps. Mais je trouve que, au-delà de l'affaire très politique, de cette crise, il y a l'aspect affectif de l'affaire Collomb qui est très important, du fait des déclarations de M. Collomb lui-même d'ailleurs, parce que il ne ménage pas ces déclarations. C'est lui qui a parlé du déficit d'humilité à la présidence de la République. C'est lui qui a dit qu'il n'y avait plus que 3 ou 4 personnes qui étaient encore en mesure de parler au président de la République. Donc tout ça est important parce que cela révèle, bien entendu, de faiblesse dans le style de gouvernance du président, le style vertical, le côté jupitérien, le côté arrogant, le côté maître des horloges, tout ceci est dénoncé par M. Collomb lui-même dans cette rupture qui a une dimension affective très importante, et la personnalité même du président de la République est évidemment mise en cause. Alors, au-delà de la crise ouverte actuelle, je crois, il y a un certain nombre de problèmes de fond qui se révèlent à cette occasion. Le premier, je dirais, on l'appelle un problème de communication, mais c'est beaucoup plus qu'un problème de communication. C'est que la direction dans laquelle le président de la République souhaite emmener la France pendant son quinquennat n'apparaît pas ou n'est pas soulignée avec assez de clarté. C'est ce qui revient de beaucoup de commentaires. Et je crois que quand le président de la République dit que cette crise n'est qu'une péripétie, que ce qui est important c'est que le cap est gardé, les réformes vont se poursuivre, etc., il faut l'expliciter, ce cap. Et ces réformes, car il se passe beaucoup de choses en effet sur le terrain des réformes, doivent être mieux mises en valeur qu'elles ne le sont. La crise à laquelle nous venons d'assister, par exemple, a éclipsé la réforme de la santé que Madame Buzyn a présentée, qui est une réforme importante, très intéressante en soi. Les problèmes de l'éducation nationale que M. Blanquer s'efforce de faire avancer dans la bonne direction sont très souvent également éclipsés par toute cette écume politique qui occupe l'actualité. Donc il faut mieux mettre en valeur les réformes.
forme, il faut mieux expliquer le cap général de l'action présidentielle, et ce n'est pas seulement un problème de communication, je trouve que c'est réducteur de dire que c'est un problème de communication, c'est un problème de leadership, appelons-le comme cela, si vous voulez. La deuxième remarque que je voudrais faire se raccroche directement à la première, c'est que expliquer tout cela, c'est une tâche immense et difficile à laquelle une personne, si brillante soit-elle, ne suffit pas. Le président de la République a besoin de relais pour expliquer son action, pour mettre en valeur les réformes qui sont conduites. Il a besoin de relais à peu près tous les niveaux. Au niveau gouvernemental, bien sûr, mais au niveau infra aussi. Or, ce que cette crise fait ressortir, c'est la solitude du président de la République. Monsieur Macron est en réalité très seul. Il est avec son gouvernement, mais dans lequel il n'y a plus aucun des grands ténors politiques qui, au début, s'étaient associés à son action. Monsieur Bayrou a disparu, Monsieur Collomb, à présent, a disparu, et au fond, les grands ténors politiques ne font pas partie du gouvernement, ou quand ils en font partie, comme Bruno Le Maire, par exemple, ils s'attachent à leurs tâches, mais n'en sortent guère. On n'entend pas Monsieur Le Maire parler de politique générale. On l'entend parler de la gestion de Bercy ou de la loi Pacte. Ce n'est pas du tout pareil. Donc la verticale du pouvoir, l'effacement du Premier ministre, qui pourtant fait son travail, mais qui est réduit à une position seconde par le style de gouvernance du président de la République, l'absence de grands ténors politiques, ajoutez-y le fait que La République en marche est un mouvement et non pas un parti politique. On a souvent dénoncé le caractère un petit peu de néophyte de beaucoup des membres de La République en marche, mais elle n'a pas d'enracinement local, il n'y a pas d'élus locaux, ce n'est pas un parti, ils ne sont représentés qu'au Parlement, et en dehors du Parlement, ils n'ont pas véritablement de relais. On va le voir d'ailleurs au moment des élections européennes, puis des élections municipales. Le président de la République, en outre, se méfie des corps intermédiaires, il se méfie des syndicats, du monde associatif. Il veut même essayer de discipliner la fonction publique en y introduisant un spoil system à la française, dit-il. Donc, ajoutez-y enfin le fait qu'il s'est aliéné les élus locaux et que l'Association des maires de France, celle des départements ou celle des régions sont ouvertement hostiles. Tout ceci montre bien la solitude d'un président de la République qui ne peut pas tout faire et ne suffit pas à la tâche. Jean-Louis Bourlanges. Oui, ce qui frappe a priori, pour quelqu'un comme moi, qui suis quand même un vieil observateur de la Ve République, c'est le caractère démesuré des réactions provoquées par deux démissions, celle de M. Hulot d'abord et celle de M. Collomb, qui sont des personnalités l'une et l'autre assez importantes, mais on voit bien toute la dimension personnelle de leur départ. Et il y a donc un décalage énorme entre ces événements très limités et la résonance considérable qu'il aurait donné. Je trouve que on parle de crise politique, on parle de crise de régime, on a une espèce d'emphase dans le commentaire qui me paraît assez stupéfiante. Je rappellerai quand même que la Ve République n'est pas en crise parce qu'un ministre démissionne. Très rapidement, quelques mois après que le général de Gaulle fut revenu au pouvoir, le ministre de l'Éducation, M. Bouloche, avait démissionné du gouvernement de Gaulle. Il était en désaccord, il était ministre de l'Éducation, donc il était en désaccord sur une question très importante, qui était la question de la laïcité et des contrats d'association. Il a démissionné, point final. Je rappelle qu'au printemps 1962, les ministres MRP, c'était quand même des personnalités considérables, il y avait notamment Pierre Fimelin, Maurice Schumann, Joseph Fontanet, ont démissionné du gouvernement à la suite d'un désaccord, là, vraiment politique, provoqué par une conférence de presse du général de Gaulle, où il dénonçait l'Europe intégrée, en termes d'ailleurs extrêmement savoureux, se demandant si les Européens allaient parler le volapuc, et se moquant de Strasbourg, ce qui avait, traitant avec un peu de désinvolture, la ville de Strasbourg, ce
qui avait profondément ulcéré M. Pfimlin. Ça avait été une crise importante, politique, partisane, mais personne n'avait imaginé que ce fût la crise du régime. Donc là, on est quand même dans une disproportion énorme. Disproportion qui est accrue par le fait que la politique, on peut être pour ou contre. Moi, je suis dans la majorité, je soutiens le gouvernement et je me sens d'accord avec la plupart des initiatives, pas avec la totalité, bien sûr, des initiatives qui sont prises, mais c'est une politique qui n'appelle pas de grandes contestations. En réalité, elle correspond à l'orientation générale d'une fraction dominante du pays. On voudrait en faire plus, on voudrait que ça marche mieux, etc. Mais il n'y a pas du tout d'âpreté dans le combat politique, à moins de se soutenir les thèses de la France insoumise, qui sont quand même très marginales, ou celles du Front National, qui sont également. Enfin, quand on regarde le système français, je l'avais déjà dit dans une précédente émission, quand on regarde la façon dont la politique se fait en France par rapport aux difficultés que rencontre l'ensemble de nos partenaires, prenons les principaux, l'Espagne, qui est vraiment gouvernée très bizarrement, l'Italie, qui là est gouvernée par l'alliance d'un parti d'extrême droite et d'une application informatique, Cinque Stelle, l'Allemagne qui est en grande difficulté, Madame Merkel est en très grande difficulté, et là on a des problèmes importants. Quant à Theresa May, nous en reparlerons, mais c'est évidemment pas la fête pour le Parti conservateur aujourd'hui. Donc on voit bien que partout nos démocraties sont difficiles à gouverner, sont fragmentées, sont marquées par le ressentiment, l'agitation, et donc je crois qu'il faut quand même, face à tout cela, observer le calme des vieilles troupes. Et alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cet effet de caisse de résonance? D'abord, précisément parce que nous sommes dans un système qui fonctionne ainsi, avec les télévisions d'information qui moulinent et répètent en permanence en boucle les informations. Enfin, on fait en permanence de la mousse. Les réseaux qui sont extrêmement actifs et extrêmement dissonants, qui vivent de la dissonance par rapport à l'opinion dominante et de la confrontation. Il faut mesurer, je crois, l'effet dissensuel de l'irruption. C'est pas une critique, c'est un fait. L'effet dissensuel de l'irruption dans le débat politique d'acteurs totalement indépendants, souvent compétents et décidés à pousser leurs idées jusqu'au bout. Donc on a une atmosphère, on a une nervosité qui était étranger au temps plus ancien. Ensuite, on a une crise personnelle. Je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Ça limite à la fois la portée politique, mais ça accroît la dimension psychologique de la crise entre le président de la République et son ancien ministre de l'Intérieur. Il faut voir que Gérard Collomb est à la toute première origine de la fabrication du produit politique Macron. Il a été au sein du Parti socialiste, il était en tant que maire de Lyon. La mairie de Lyon porte à la marginalité. Lyon est quand même la ville qui n'est pas Paris et qui s'en félicite. Donc elle est toujours un peu à part, un peu décalée. Parfois en opposition très forte, comme sous la Révolution française. Brodel a écrit sur Lyon des pages admirables où il explique que c'est une frontière européenne, c'est une capitale européenne bridée dans cet élan par la frontière pentagonale de l'État français. C'est-à-dire que la frontière du Rhône, parce que longtemps la France n'a pas été un hexagone mais un pentagone, le Dauphiné était en terre d'empire, ce qui d'ailleurs est amusant puisque c'était l'apanage du fils du roi et donc de l'héritier du royaume, c'était en terre d'empire et pas en terre française. Eh bien, cette frontière a bridé Lyon, qui s'en est toujours assez mal trouvé, enfin qui a cette vocation rentrée, qui est sans doute la ville la plus italienne de France, très belle ville, et donc Collomb était porté à cette... Et il ne faut pas oublier la mémoire
des massacres de Lyon. Oui, bien sûr. Qui sont magnifiquement décrits par Lamartine dans l'histoire des Girondins. Et qui est une horreur bien sûr, c'est que je disais l'opposition de la Révolution. Enfin, ce n'est pas les plus belles pages de l'histoire de Monsieur Fouché et de Collot d'Herbois que la gestion de Lyon par leur administration absolument invraisemblable et terroriste. Mais on a tout ça et cette crise. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été personnellement. Je comprends. Je crois qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont mal passées entre le Premier ministre et Monsieur Collomb, mais j'ai été choqué par les conditions dans lesquelles l'organisation du départ a été faite. Édouard Philippe est un serviteur fidèle d'Emmanuel Macron, mais c'est un ouvrier de la 11e heure, ce qui est très bien. Nous sommes dans l'Évangile, donc c'est très bien. Mais c'est un homme du second tour. Il s'est rallié à Macron au second tour. Collomb était à l'origine de cela. Moi, j'aurais préféré. Je trouve que c'était pas très décent de faire attendre 25 minutes Monsieur Collomb debout, un homme de son âge, etc. J'aurais préféré que Philippe dise carrément qu'il y avait eu des désaccords politiques, mais qu'en revanche, il rendait hommage à celui qui avait. Et alors derrière Macron, il y a tout ça. Alors derrière tout ça, il y a exactement tout ce qu'a dit François, c'est-à-dire il y a un problème de solitude très profonde du président de la République, et ça tient au fait que je crois que le président de la République n'a pas encore maîtrisé quelque chose d'essentiel, qui est l'équilibre institutionnel, c'est-à-dire l'équilibre entre la présidence de la République, entre l'Assemblée nationale, qui n'a pas trouvé son rôle, les partis politiques, qui ont été, les sensibilités traditionnelles ne s'expriment plus, et République en marche n'en exprime pas une alternative, et enfin, la France territoriale, c'est-à-dire le mauvais rapport avec le Sénat. Ça fait un ensemble, un triangle institutionnel, le président, l'Assemblée, le Sénat, qui n'est pas du tout stabilisé. Et je crois que c'est ça la grande tâche qui attend le président de la République aujourd'hui. Lucille Schmitt. Oui, beaucoup de choses dans ce que vient de dire Jean-Louis. Je pense qu'il y a un débat depuis que Nicolas Hulot a démissionné et la démission de Gérard Collomb ajoute à ce débat. C'est est-ce qu'il s'agit de péripéties? Est-ce qu'il s'agit d'éléments psychologiques, d'un problème de désaccord personnel, ou est-ce qu'il s'agit d'une question politique? Moi, je pense qu'il y a les trois. C'est-à-dire qu'on peut toujours relativiser les choses. Bon, moi, je ne serais pas sur cette option, mais je comprends qu'on le fasse en disant, au fond, on peut remplacer un ministre de l'Intérieur, on peut remplacer un ministre de l'Écologie, même si je pense que Nicolas Hulot était irremplaçable. Je crois que ce qui se passe est au-delà de la psychologie, parce que, au fond, si on se place du côté des Français, des auditeurs de radio, etc., je crois que nous sommes soulagés par le fait d'entendre, à travers cette émission, enfin, des paroles politiques. Ce qui est très frappant depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est qu'on a une parole politique, celle d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs délivre de merveilleux discours, qui est quelqu'un qui a un vrai talent, qui replace la politique dans une sorte de nouvel art oratoire, de nouvel art littéraire, etc. Mais qu'à côté de ça, on a l'armée des silencieux, et que c'est un des problèmes qui va au-delà des institutions de ce moment que nous vivons, c'est que je crois qu'en démocratie, la parole politique doit être plurielle, et que, y compris lorsqu'on est dans un gouvernement et qu'on est tenu à la discipline, la question de la liberté, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut avoir une certaine liberté de ton et exister, est posée. C'est frappant dans ce que venait de dire François, sur le fait que Bruno Le Maire, par exemple, n'existe plus. Il est juste ministre de l'économie, alors qu'il était un ténor politique, et qu'il était beaucoup plus libre, au fond, lorsqu'il appartenait à son parti, les Républicains. C'est frappant qu'on nous dise que Gérald Darmanin est sans doute un homme d'avenir, alors qu'on ne l'avait jamais vu exister auparavant, et que personnellement, je préfère Bruno Le Maire à Gérald Darmanin lorsqu'il s'exprime. Donc il y a quelque chose de l'ordre de ceux qui sont d'abord dans une espèce de discipline, ou je ne sais pas si c'est de la courtisanerie, mais en tout cas quelque chose autour d'Emmanuel Macron et d'absence de liberté de parole. Et dans le fait de retrouver leur liberté de parole, Nicolas Hulot et Gérard Collomb nous ont dit des choses très justes et que nous ressentons vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si nous voulons sincèrement qu'Emmanuel Macron réussisse, il faut qu'il ait plus de gens autour de lui, que ce soit des personnes qui puissent être des ténors, que ce soit des personnes qui puissent représenter quelque chose par elles-mêmes, qui est de l'expérience. Et Jean-Louis nous rappelait que Lyon, c'est une frontière, une nouvelle frontière. Je suis assez frappée de voir que l'écologie, c'est aussi une nouvelle frontière. Il y a des éléments nouveaux qu'il faut introduire dans le projet macronien. Si on veut que la Macronie existe, c'est quelque chose de puissant. Il faut qu'Emmanuel Macron, c'est pas seulement le cap des réformes, il faut nous expliquer quel est le projet politique qui est porté, parce qu'aujourd'hui, on ne le sait plus. Deuxième chose que je voulais dire, pour ne pas être trop longue, je pense que la façon dont
François Hollande ressurgit sur la scène politique en disant par exemple qu'il faut plus de poste de Premier ministre, alors même que... Oui, mais c'est très intéressant par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis sur les institutions. C'est-à-dire qu'on a un espèce de débat serpent de mer sur la Ve République qui est, au fond, il y a une diarchie, elle est asymétrique, etc. Moi, j'en ai un peu marre de ce débat. Je crois que le sujet n'est pas de changer de constitution ou de faire semblant de changer de constitution à travers une réforme constitutionnelle dont on sait déjà qu'elle permettra quand même de légitimer Emmanuel Macron profondément. Le sujet, c'est plutôt de savoir comment la sociologie du pouvoir, comment le Premier ministre trouve sa place. Et si Édouard Philippe trouve sa place en boudant Gérard Collomb, effectivement, je trouve ça assez pathétique. Je pense je suis tout à fait d'accord avec Jean-Louis, il aurait mieux valu délivrer un vrai discours politique et cesser de dire « j'ai apprécié de travailler avec vous » en l'ayant fait poireauter Gérard Collomb 25 minutes sur le perron. Donc il y a quelque chose autour de la vérité du pouvoir qui doit être trouvée par la Macronie si on veut changer de monde politique. Si c'est toujours l'hypocrisie, si c'est toujours les faux-semblants, si c'est toujours la question de « je te boude et je le montre, mais je ne le dis pas », sauf quand je pars, comme l'a fait Gérard Collomb, ça ne pourra pas fonctionner. Il m'avait échappé jusqu'à présent que Bruno Le Maire fut un ténor, mais sous la foi des deux experts qui se sont exprimés à son propos, je reviens sur cette ignorance. Je voudrais juste avancer une hypothèse. François a repris tout à l'heure la proposition d'Emmanuel Macron, enfin citer la proposition d'Emmanuel Macron qui était de reprendre le système américain des dépouilles qui consiste à se séparer des hauts responsables d'administration centrale ou en tout cas à s'assurer qu'ils sont sur la même ligne que le nouveau pouvoir, ce qui n'est pas dans les habitudes françaises, mais que le président avait annoncé. Après tout, il a été élu en l'ayant annoncé, donc on aurait pu imaginer qu'il le fasse. Or, il ne l'a pas fait. Et on l'a vu dans plusieurs circonstances, la technostructure résiste aux régaliens. On l'a vu dans le cas du prélèvement à la source, où le directeur général de quelque chose qui m'échappe, les finances publiques ou quelque chose de ce genre, enfin l'homme qui était responsable de cette décision, a tenu bon et a fini par l'imposer, il est vrai, avec le soutien de M. Darmanin, et on l'a flairé, on l'a senti, on a pu en faire l'hypothèse au moment des auditions autour de l'affaire Benalla, d'une résistance du ministère de l'Intérieur à son ministre, lequel ne passe pas à Lyon pour être quelqu'un qui aime qu'on lui résiste. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a la réputation d'un homme extrêmement autoritaire et extrêmement colérique. Est-ce que tout ça fait partie des raisons de la décision de Gérard Collomb? Il me semble que si c'est le cas, ça me semble mériter davantage de développement, parce que si vraiment l'ensemble de la technostructure, enfin si le président renonce à cette idée que c'est aux élus d'imposer leur volonté et aux administrations centrales de la suivre, son nouveau monde risque de ne pas être vraiment très nouveau. Sur cette question, je pense à moi, Jean-Louis, que vous ayez encore un petit quelque chose. Non, un petit quelque chose, c'est antinomique avec ma nature. Donc, ce que je sais simplement, c'est que je ne sais pas pourquoi M. Collomb en a eu assez, mais je crois qu'il est assez déraisonnable quand on voit les responsabilités actuelles qui sont celles d'un ministre de l'Intérieur, de confier les responsabilités de cet ordre à un homme qui a plus de 70 ans. Je le dis, Collomb a 71 ans, j'en ai 72, donc je sais que c'est quelque chose de tout à fait déraisonnable que d'imaginer ce stress. C'est un métier pour un homme de 50 ans. C'est encore un scoop pour les auditeurs du Nouvel Esprit Public. Le ministre de l'Intérieur, qui sera peut-être nommé au moment où nous allons être diffusés, mais le ministre de l'Intérieur ne sera pas Jean-Louis Bourlange. Les mots de regret peuvent être envoyés à notre adresse habituelle. Je voudrais que nous nous intéressions un peu à ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, et plus particulièrement aux suites du Congrès conservateur qui a vu le mercredi dernier Madame May, la première ministre, clore ce congrès annuel par un discours volontariste de défense de son plan organisant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette proposition, baptisée le plan Chequers du nom de la résidence où il a été dévoilé, a suscité une vive opposition au sein du Parti conservateur, opposition menée par l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, dont le soutien formel à la personne de la première ministre a été exprimé dans un discours extrêmement hostile à son plan. Le congrès qui s'est achevé cette semaine a donc vu se succéder à la tribune beaucoup d'adversaires du plan Chequers, quelques semaines seulement après que le Parti travailliste est revenu sur son opposition à la tenue d'un nouveau référendum avant l'entrée en vigueur d'un éventuel accord.
référendum que réclame également une partie des conservateurs. Mise en difficulté une nouvelle fois par les divisions internes de son parti, Theresa May doit aussi faire face à la fin de non-recevoir de son plan, fin de non-recevoir qui lui a été opposée par les chefs d'État de l'Union réunis à Salzbourg fin septembre. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, avait résumé ce refus en déclarant que le plan Chequers n'est pas fonctionnel. C'est avec une marge de manœuvre réduite que la première ministre britannique va devoir poursuivre des négociations dont elle n'exclut officiellement plus qu'elles n'aboutissent pas et qu'elles entraînent une sortie sans accord de l'Union européenne le 29 mars prochain. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Alors, Philippe, l'ensemble de cette affaire du Brexit est un sujet qui me laisse extraordinairement perplexe et rêveur, parce que il y a quelque chose d'irréel dans cette situation. Nos amis britanniques ont décidé, il y a plus de 2 ans, de voter en faveur du Brexit, comme on dit, c'est-à-dire de la sortie de l'Union européenne. C'était au printemps 2016. Il s'est déjà écoulé 2 ans et 3 mois. Et quand j'écoute, je vais souvent en Grande-Bretagne, j'ai beaucoup d'amis britanniques, je les écoute toujours avec intérêt et amitié. Quand j'écoute le débat, je trouve qu'il a fait un surplace extraordinaire depuis plus de 2 ans. Cette décision historique a été prise. Les Anglais ont mis très 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 longtemps avant de passer aux actes, c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton de l'article du traité de Lisbonne qui commence le processus de sortie. La négociation a mis terriblement longtemps à s'engager avec Bruxelles parce qu'au fond, les Anglais n'étaient pas du tout d'accord entre eux sur ce qu'ils pouvaient dire et proposer. Elle n'a commencé qu'il y a quelques mois, au fond, et on s'aperçoit aujourd'hui que l'échéance est fixée à la fin du mois de mars 2019, c'est-à-dire demain ou après-demain, si vous voulez, mais dans un avenir extraordinairement proche. Et le débat ne progresse pas, c'est-à-dire que vous écoutez à Birmingham, à Liverpool, on parle moins de Liverpool qui était le congrès travailliste qui a eu lieu la semaine précédente, on parle toujours du Brexit, il y a les pour, il y a les contre, il y a les arguments, est-ce qu'on fait un nouveau référendum, est-ce que l'opinion a changé, est-ce qu'on fait un hard Brexit, est-ce qu'on fait un soft Brexit? Comment peut-on garder un pied dedans et l'autre dehors, ou un pied dehors et l'autre dedans? C'est au fond le grand sujet éternel. Il est toujours le même et on tourne en rond. Alors, bien entendu, le peuple britannique est assez responsable de cette situation dans son ensemble, puisque c'est lui qui a toujours voulu avoir un pied dedans et un pied dehors, quoi qu'il arrive. Les modalités et l'approche de la réalisation de ce rêve ont changé, mais le rêve reste toujours le même. Et il y a un autre responsable dont personne ne parle plus, je vais l'exhumer un instant de la poubelle de l'histoire et invoquer ses mannes, c'est David Cameron, ce brillant Premier ministre, sorti des meilleures universités, à qui on prédisait un avenir extraordinaire, a voulu en terminer avec les divisions du Parti conservateur sur l'Europe. Ah, quelle excellente idée! Et voilà le résultat. Il a fusillé sa propre carrière, mais ça c'est pas le plus grave. Nous nous en remettrons. Mais il a abouti à un résultat dans lequel le Parti conservateur est aujourd'hui plus divisé que jamais sur l'Europe, puisqu'il n'arrive absolument pas à se mettre d'accord en son sein. Il a exacerber le débat et les divisions dans l'ensemble du pays. Il risque de provoquer non seulement la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais l'éclatement du Royaume-Uni, puisque l'Écosse, le Pays de Galles, d'autres régions et l'Irlande du Nord posent chacun des problèmes différents. Enfin, c'est un fiasco et un gâchis absolument extraordinaire. Il a réussi le grand chelem. On peut quand même le saluer au passage, je crois. Donc, ceci étant dit, il reste Madame May. Alors, Madame May, j'éprouve pour elle des sentiments beaucoup moins sévères. Madame May, je la plains. Elle fait face à une situation tout à fait impossible. N'oublions pas qu'elle était favorable, elle, au Remain, c'est-à-dire à rester dans l'Union européenne, et qu'elle est aujourd'hui obligée, bien entendu, de mettre en œuvre la décision contraire. Elle a fluctué, elle a changé d'avis. Elle a commencé, quand elle est devenue Premier ministre, à
prêché pour un hard Brexit, n'est-ce pas, pour une sortie dure. Et puis elle a corrigé, elle a réussi à trouver une espèce de compromis qui a été ce fameux accord de Chequers, qui a été rejeté par les 27 à Salzbourg. Maintenant, elle revient sur quelque chose d'autre. Elle est obligée de changer de pied en permanence. Elle a le mérite de savoir en sourire et se moquer d'elle-même, comme elle l'a montré d'ailleurs avec esprit au congrès de Birmingham, en entrant, en dansotant sur la scène. Mais au fond, elle a une tâche tout à fait impossible. Alors tout le monde prédit, bien entendu, sa chute imminente. Et Birmingham a été mise en scène avec ce qu'on appelle en anglais un hype, c'est-à-dire une mousse formidable. Et Birmingham, ça va être quelque chose de terrible. Boris Johnson est en train de préparer l'assassinat de Madame May, mais bien entendu, il ne veut pas l'assassiner lui-même. Il veut que ce soit d'autres qui l'assassinent, de façon à ce qu'on l'appelle en sauveur. Et c'est en effet probablement son idée. Rien de tout ça ne s'est passé. Que s'est-il passé à Birmingham? La réponse est, il ne s'est rien passé, finalement. Il ne s'est absolument rien passé. Madame May s'en est sortie pas mal, en faisant d'ailleurs un discours plutôt unitaire, ou en tout cas aussi consensuel que possible dans un parti aussi profondément divisé. Elle a fait une bonne performance, elle n'a pas été renversée, elle n'a pas été poignardée. Boris Johnson ne s'est pas imposé, il n'a pas essayé de putsch ni d'assassinat. Les divisions du parti n'ont absolument pas été réglées. La position du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne n'a absolument pas été renforcée ni n'a changé. Et ça continue d'être l'illustration de ce caractère irréel que je dénonçais au début de mon intervention. La discussion se focalise sur le fameux compromis de Chequers que tous les partisans du hard Brexit critiquent, n'est-ce pas, et veulent révoquer, sans s'arrêter au fait que celui-ci, ayant été rejeté par les 27, est tout à fait mort-né, et que le débat n'est pas là. Il est mort, l'accord de Chequers. Il est mort dans le débat Europe-Royaume-Uni. Donc, on continue de tourner en rond, et je pense, hélas, que on se dirige à pas redoublés vers un no deal et vers une crise politique au Royaume-Uni. Lucille Schmitt. Oui, François nous a rappelé que depuis 2 ans, c'est le surplace. Et qu'en fait, David Cameron, dont vous avez sollicité les mannes, souhaitait, au moment où il organise le référendum, au fond, résoudre un problème domestique, en fait, même intra-parti conservateur. Je crois que c'est très intéressant parce que là, on est dans un mode de fonctionnement d'une démocratie à l'aveuglette, où quelque part, on suscite un référendum avec un objectif qui n'est pas celui qui est affiché, et où on pense évidemment que le référendum va être gagné, c'est-à-dire que le Remain va l'emporter largement. Que se passe-t-il? 52% des Britanniques votent, des participants au référendum votent pour le Brexit, et évidemment exit David Cameron, mais surtout ça nous éclaire sur la façon dont les procédures référendaires sont, il n'y a pas que sur le Brexit, sont souvent en fait suscitées par des hommes ou des femmes politiques qui en fait ont une autre question en tête. Et moi, je pense qu'il faut quand même s'interroger sur la façon dont poser sous forme de référendum des questions compliquées comme l'appartenance à l'Europe, c'est profondément inadapté, premièrement. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que ça éclaire aussi sur le fait que lorsqu'on est au sein de l'Union européenne, quelque part, il est très difficile d'en sortir, voire impossible, dans le cadre d'une négociation, dans le cadre d'un contenu d'accord. Et ça, c'est quelque chose aussi qui pose un problème démocratique. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, nous sommes au sein de l'Union européenne, nous Français, la société française, nous sommes au sein de l'Europe des 27, et nous ignorons au fond comment l'Europe influe sur notre quotidien, nous ignorons la manière dont ça implique politiquement des choses, mais aussi très concrètement un certain nombre de nouvelles normes, un certain nombre de décisions de politique économique, et au fond c'est à l'occasion de l'idée d'un retrait de l'Europe que nous découvrons comment l'Europe est aujourd'hui quelque chose de très puissant dans notre réalité. Et ça, je pense que ça illustre la manière dont, de manière générale, les classes politiques nationales, les responsables politiques nationaux n'ont pas fait leur devoir, assumons ce terme de devoir, par rapport au fait qu'il faut faire connaître la manière dont l'Union européenne, dont l'Europe fait aujourd'hui partie de notre quotidien. On nous dit toujours que les jeunes générations, par exemple, connaissent l'Europe parce qu'elles font Erasmus, parce qu'elles parlent plus de langues étrangères, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi l'économie, c'est aussi les questions sociales, c'est aussi les choix politiques lorsqu'on négocie avec les États-Unis ou le Canada.
Et ce que je trouve très intéressant sur la question du Brexit, c'est que quelque part, ce qui l'a emporté, on le sait, sur les motivations des Brexiters, c'est une nostalgie de l'ancien empire britannique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans le débat à Birmingham, il y avait Chequers qui était opposé à une proposition qui s'appelle Canada. C'est-à-dire qu'au fond, il y avait l'idée qu'on allait substituer à une union douanière avec l'Union européenne un merveilleux grand accord mondial avec le Canada, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, qui aujourd'hui, je pense, représente à peu près 1% du commerce du Royaume-Uni. Donc on est dans une espèce de déni de réalité, et la nostalgie qui est portée par les hard Brexiters, la nostalgie de l'Empire britannique, continue à exister contre vent et marée et contre le principe de réalité. Alors je voudrais terminer en disant qu'il me semble que ça pose aussi des questions particulières aux autres pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que lorsqu'on récuse Chequers pour Theresa May, on la place dans une énorme difficulté évidemment, puisqu'elle est devant le Congrès du Parti conservateur et devant le Parlement et devant les Britanniques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, d'une certaine manière, sauver le soldat Theresa May? Je pense que c'est une question qui relève aussi des responsables politiques de l'Union européenne, des responsables de la Commission européenne. Personnellement, je pense que le scénario du No Deal, François a raison, qui se profile, n'est pas quelque chose qui sera forcément bénéfique pour le reste de l'Union européenne. Et je crois que rechercher les conditions d'un accord, c'est quelque chose qui relève aussi de notre responsabilité, pas seulement de celle de Theresa May. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est véritablement la bouteille à l'encre que ce problème, et pour une raison simple qui a été exprimée par chacun d'entre vous, c'est que les Britanniques ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas où ils en sont. On ne peut pas comprendre le Brexit sans voir que c'est une crise intérieure britannique qui a opposé le peuple, les classes inférieures, notamment de l'Angleterre du Nord, à l'establishment financier, l'establishment diplomatique. Cet establishment avait établi avec l'Union européenne un rapport ambigu, très très habilement négocié, où les Britanniques avaient pris le meilleur pour eux et avaient réussi à échapper à tout ce qui leur paraissait incommode, coûteux, inutile. Bon, c'était un grand chef-d'œuvre dans la grande tradition britannique, cynique, le persévérance cynique, au coup par coup, c'était très bien. Cette habileté profonde de la diplomatie britannique a été récusée par un dogmatisme que je qualifierais d'un peu français de la part des citoyens britanniques qui ont dit non des grands principes, nous ne voulons pas de ça, et personne ne sait par quoi remplacer, car en vérité, je me rappelle ce que Jean-Claude Piris, l'ancien jurisconsulte du Conseil européen, du Conseil des ministres, à Bruxelles, avait écrit. Il avait fait avant le Brexit, il avait analysé l'ensemble des scénarios alternatifs à la situation au statu quo, et il avait montré cas par cas, que tous ces scénarios étaient mauvais pour les Britanniques. Ils étaient plus ou moins mauvais, mais ils étaient mauvais. Et les moins mauvais étaient ceux qui étaient les plus proches du statu quo, mais c'est ceux qui faisaient paraître avec le plus de force l'absurdité du système qui aboutissait, selon la formule qui est actuellement, le vocabulaire qui est actuellement en cours à Bruxelles, à transformer les Britanniques de rule makers en rule takers. Ils prenaient les lois qu'on leur faisait au lieu de les fabriquer. Donc ça faisait paraître comme le nez au milieu du visage l'absurdité fondamentale de la démarche du Brexit. D'où le fait qu'il faut aller plus loin, qu'il faut surenchérir, qu'il faut maquiller la réalité pour ne pas offrir une possibilité de comparaison entre le statu quo et l'état futur de l'Union. Et là, tout le monde patauge dans cette affaire de façon extravagante. Alors, il y a un problème institutionnel et un problème d'équilibre. Sur le problème institutionnel, le référendum, effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Lucie, le référendum, la question manichéenne, la question binaire, c'est typiquement la question mauvaise, le oui ou le non, c'est pas du tout comme ça qu'on peut aborder des questions européennes. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on soit en France si obsédé par les référendums, alors qu'on a inventé on a toujours été pour le progrès, pour la dialectique, pour Hegel, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Quand vous êtes au référendum, vous êtes à la thèse et à l'antithèse, mais de synthèse, il n'y en a point, donc vous êtes ennuyé. Donc il faut effectivement imaginer une synthèse, et là, elle n'existe pas. Deuxièmement,
le référendum avait cette difficulté qu'il opposait une réalité, c'est-à-dire l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne dans le cadre des traités qui en fixaient à la fois la réalité et les limites, et un avenir totalement hypothétique, indéfini. C'était un défini contre un indéfini. Donc, les gens qui sont pour un nouveau référendum, comme une partie des travaillistes, sont fondés à dire il faut qu'on puisse comparer les deux barils de lessive, si on veut savoir quel est le bon. Donc, il faut qu'on puisse, quand on aura l'accord, il faut qu'on puisse dire si cet accord sera meilleur ou moins bon que le précédent. C'est assez logique. Et c'est différent de l'autre question qui est de revenir sur le Brexit. C'est une autre approche. Et revenir sur le Brexit, là, on est dans une situation qui est véritablement, je crois que personne ne peut l'envisager clairement, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez un accord qui est passé entre Madame May et l'Union européenne. Cet accord, il est ce qu'il est, il est soumis à un référendum et les gens n'en veulent pas. Les Britanniques annoncent pas ça qu'on a voulu. Qu'est-ce qu'il y a à la place? L'accord tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste dans le bateau? Est-ce qu'il reste rien? C'est-à-dire la solution des Brexiteurs absolus, no deal, on va ou est-ce qu'il reste le contraire? Les Anglais ont dit non en réalité au Brexit et il faut réintégrer d'une manière ou d'une autre l'Union européenne. Vous ne savez pas, face à un référendum le non en France en 2005, il y avait une très grande majorité qui était très hostile au fédéralisme, mais vous aviez une petite minorité qui trouvait que c'était pas assez fédéraliste et qu'il fallait aller plus loin. Je me rappelle des gens comme Jean-Claude Casanova ou même moi, nous avions hésité à voter oui parce que nous trouvions que le traité constitutionnel n'était pas terrible en réalité. On a voté beaucoup non ou non en votant oui. Eh bien, donc, c'était très difficile pour un gouvernement de traiter les conséquences de ce référendum, parce que le message était lui-même brouillé, ce qui est normal, parce que c'est un message qui se résume à un mot, non ou oui. Bon. Et donc là, on est vraiment dans une situation très très délicate sur le plan institutionnel. Sur le fond, je crois que le problème est quand même assez simple. Alors, tactiquement, je crois que François a tout à fait dit l'essentiel. Madame Theresa May a construit un système, le Chequers, elle a fait des efforts énormes avant le Conseil européen de Salzbourg pour diviser les Européens continentaux, pour essayer de dresser les uns contre les autres, et elle s'est fait opposer une fin de non-recevoir catégorique des Européens qui disent nous, notre gars c'est Barnier, continuez à voir avec Michel Barnier et puis c'est tout. Et donc elle a plus rien dans les mains et elle se fait maintenant attaquer au Congrès. Bon, mais sur le fond, juste à la fin, je crois que le problème, il est en réalité, il se ramène. Enfin, soit on veut respecter les formes et on accorde les Britanniques tiennent leur parole, ils payent ce qu'ils doivent payer. Ou alors ils se conduisent comme des pirates, mais ça sera mal. Mais sur le fond de l'organisation ultérieure, il n'y a que deux choix. Il y a un choix qui est très proche de celui de la Norvège, c'est-à-dire on accepte, en réalité, on reste dans l'Union européenne pratiquement, parce qu'on se soumet, on accepte les 4 libertés, et on se soumet à la Cour de justice. Ça, c'est extrêmement difficile. Sinon, l'autre option, c'est la vraie option Canada, c'est-à-dire qu'on développe entre le Royaume-Uni et l'Union européenne une relation, un accord de libre-échange comparable à celui qui unit le Canada à l'Union européenne dans le cadre du CETA. Lucile Schmitt. Oui, 2 mots sur le fait qu'au fond, cette question du Brexit est aujourd'hui devenue l'élément déterminant de la vie politique britannique, au-delà du Parti conservateur. C'est-à-dire que on voit que, par exemple, le Parti travailliste, peut-être parce que Jeremy Corbyn aussi est en difficulté, a enfin réussi à avoir une position assez claire sur la question du Brexit, puisque je rappelle que au moment du référendum, les travaillistes n'étaient pas clairs du tout, puisqu'ils voulaient surfer quelque part sur le mécontentement des classes populaires. Donc ça, c'est un premier point. Et que ensuite, la possibilité, par exemple, d'un deuxième référendum
référendum est évoqué, y compris prend une espèce de... Enfin, c'est très hypothétique, ça ne se produira sans doute pas, mais on nage dans une sorte d'absurdie sur le fait d'imaginer un référendum qui viendrait infirmer le premier référendum, et en tout cas la possibilité de législative anticipée est quelque chose qu'il faut avoir en tête par rapport à la vie politique britannique. François Bujon de l'Étang. Non, moi je voudrais, c'est peut-être le mot de la fin sur ce sujet, dire que tout ça est extraordinairement difficile. En réalité, Lucille, vous dites très gentiment, il faut aussi que les Européens fassent un effort. Oui, Vous êtes bien gentil de dire qu'il faut qu'ils fassent un effort. Les Européens ne veulent pas revenir sur le principe des 4 libertés fondamentales de circulation qui fondent le marché unique. Ils ne veulent pas. Ils ont raison. Madame May a commis l'erreur tactique fondamentale de penser qu'elle pouvait diviser les Européens. Elle s'est heurtée à un mur. Et puis il y a une autre raison, c'est que la frontière irlandaise, c'est un problème qui probablement n'a pas de solution. C'est la quadrature du cercle. Et c'est une des raisons pour lesquelles je demeure, pour ma part, pessimiste sur l'issue de la négociation. Je pense qu'il n'y aura pas d'accord parce que il est très difficile d'en avoir un. Le système norvégien est rejeté par les Britanniques, le système suisse est rejeté par les Britanniques, le système canadien ne fait pas l'unanimité, on ne va nulle part. Merci, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'ouvrir en évoquant la mémoire de Charles Aznavour. Non pas son talent, c'est inutile, mais j'ai eu la chance de le fréquenter pendant les 20 dernières années. Je voudrais raconter 2 anecdotes. Une, un jour où nous partions en voiture vers l'ouest, nous sommes passés devant la statue de Churchill, qui est un personnage sur lequel j'ai essayé de me renseigner le plus possible. Je dis une chose, Aznavour en dit une autre, je redis une autre, Charles Aznavour enchaîne, je parle, Charles dit, etc. Puis vraiment, je dis, Charles, vous en savez un bout quand même sur Churchill. Et là, Aznavour me dit, écoutez, c'est très simple, moi j'ai pas fait d'études. Alors quand un sujet m'intéresse, je vais ou j'envoie quelqu'un dans une librairie, je demande où est le rayon qui concerne le sujet, et j'achète 1 mètre de livres. Et une fois chez moi, je les lis un par un. Si ça m'intéresse, je les lis jusqu'au bout. Si ça m'intéresse pas, je les donne à une bibliothèque. Et j'ai trouvé qu'il y avait dans cette curiosité et dans cette modestie quelque chose qui le dépeint. Et une autre chose qui dépeint peut-être la force justement de ces chansons, c'était une autre fois, nous partions aussi en voiture, et il était très curieux, il savait que je sortais pas mal, et donc il demandait toujours si j'avais ce que j'avais vu d'intéressant, et ça tombait très bien, puisque la veille, j'étais allé voir le spectacle d'un ami qui s'était lancé dans la chanson, et je dois dire que j'étais allé à reculons en me disant qu'est-ce qu'il va faire là-dedans, et je dis à Charles, ben voilà, justement, hier je suis allé voir le spectacle d'un ami qui était, je dis le nom là, je le redirai pas parce que ce qui va venir après le desservirait, et j'ai été vraiment, comme disent les Suisses, j'ai été déçu en bien, j'ai trouvé les chansons bonnes, j'ai trouvé bien sur scène, j'ai trouvé qu'il les chantait bien. Ah, dit Charles, vous avez passé une bonne soirée. Alors oui, j'ai passé une bonne soirée. Ça vous a plu? Oui, oui, ça m'a plu. Les chansons étaient bien. Je dis, oui, les chansons étaient bien. Qu'est-ce qu'il a à me tarabuster comme ça sur vous avez trouvé de bonnes chansons? Je dis oui. Vous pourriez m'en fredonner une? Non. C'était juste la différence entre de bonnes chansons, et je maintiens et persiste à dire que ces chansons étaient bonnes, et puis le fait que vous entendez la bohème, vous vous en souvenez tout de suite, vous entendez les 2 guitares, vous vous en souvenez tout de suite, vous entendez Emmenez-moi, vous vous en souvenez tout de suite, vous entendez Tu te laisses aller, vous vous en souvenez tout de suite. Voilà, c'était comme ça, c'était dit sans malice, et il a éclaté de rire. Jean-Louis Bourlange. Enfin, j'ai enfin compris, en écoutant votre première anecdote, que si l'autodidacte de la nausée avait eu du talent et avait été arménien, ça aurait été Charles Aznavour. Vous savez, l'autodidacte qui avait lu la moitié de la bibliothèque, qui était au milieu de la bibliothèque. Moi, j'ai eu une expérience qui m'a le plus intéressé et vraiment séduit dans ma vie. Ça a été de participer, il y a 10 ans maintenant, à la commission présidée par Édouard Balladur sur la révision constitutionnelle qui a abouti à la révision de 2008. Je dois dire que, à la fois, la qualité de la présidence d'Édouard Balladur, son intelligence, son mélange de profond libéralisme et puis d'autorité quand il fallait, il avait à gérer quand même à la fois Mazot, Lang, des acharnés de la Ve République, des gens partisans comme Olivier Duhamel de la 6e, avec l'extraordinaire figure de Guy Carcassonne au milieu de tout cela, qui était vraiment l'âme de cette commission. Et ça a été un très grand moment où nous avons travaillé intensément. Là, on voyait ce que c'était que de préparer une réforme. On a travaillé 3 mois, 6 heures ou 7 heures par jour, 4 jours par semaine, et on a eu un résultat qui peut être contesté. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une excellente idée de la Fondation de l'innovation politique d'avoir confié à Hugues Ourdin, qui était le rapporteur général de nos travaux,
dans un document préfacé par les deux personnalités dominantes de cette commission, qui étaient Édouard Balladur et Jacques Lang, d'analyser dans ce document de faire un bilan de la révision constitutionnelle de 2008. Et c'est donc un document bref, mais qui permet de voir ce qu'est une révision constitutionnelle quand elle a des objectifs clairs. Certains objectifs ont été atteints, certains objectifs n'ont pas été atteints, notamment le fait de clarifier le rôle du président de la République par rapport au Premier ministre. Certains objectifs ont été partiellement atteints, comme l'augmentation des pouvoirs du Parlement, et certains objectifs ont été pleinement atteints, comme l'accroissement des pouvoirs du citoyen, manifesté par la question prioritaire de constitutionnalité et la constitution d'un défenseur des droits. C'est une très bonne analyse de ce qu'est un vrai débat institutionnel. Emporté par mon affection et mon admiration pour Charles Aznavour, j'ai oublié de dire que nous étions en pleine campagne de financement et que KissKissBankBank n'attendait que vos dons. Lucille Schmitt. Oui, alors sans transition par rapport à KissKissBankBank et à la réforme constitutionnelle, moi je voulais vous parler d'un premier roman pour continuer ce moment écologique ouvert par la démission de Nicolas Hulot. C'est un roman qui s'appelle La guérilla des animaux, écrit par un jeune romancier, Camille Brunel, paru chez Alma. Alors, c'est un roman qui ne laissera personne indifférent ou indifférente parce que il parle beaucoup de violence. Évidemment, violence à l'égard des animaux, mais au fond, c'est une réflexion sur la façon dont le fait de tuer ou de garder la vie est aujourd'hui assez fondamental par rapport à la période que nous vivons. Et donc, c'est quelque chose aussi sur la guerre, au fond. Donc, je pense que c'est un style extrêmement vif. C'est aussi un parcours dans le monde entier et qui associe une espèce de goût savant sur les espèces animales à des réflexions assez intéressantes sur, au fond, la jeunesse. Puisque quand on a 25 ans et qu'on écrit sur la jeunesse, on écrit avec une espèce de force que je trouve que nous devons garder. François Bujon de l'Étang. Moi, je voulais vous exhorter, si vous ne l'avez déjà fait, à aller au musée d'Orsay voir l'exposition Picasso bleu et rose, parce qu'elle est tout à fait intéressante et très très riche. Et elle montre, en réalité, c'est un zoom sur les premières années de Picasso. Elle montre à quel point le jeune Picasso est un pur produit du 19e siècle. C'est tout à fait fascinant. Elle montre une production picturale extraordinairement riche et abondante. Il avait 27 ans à peu près au moment où se termine l'exposition, et de réaliser qu'à 27 ans, il avait déjà réalisé tout cela, c'est tout à fait sidérant. Il y a beaucoup de dessins, d'œuvres sur papier qui sont vraiment d'un virtuose et qui illustrent parfaitement ce que Picasso disait de lui-même. Je voulais être peintre et je suis devenu Picasso. Cette exposition le montre peintre. Je vous remercie. Cette émission a été préparée avec Benoît Heurtel. Elle est enregistrée au studio L'Arrière-Boutique par Maxime Olivier et Thibaut Delage. Elle est produite par Nouvelles Écoutes et Julien Deville. N'oubliez pas d'aller voir sur notre site comment contribuer et faire contribuer à notre campagne KissKissBankBank, et retrouvons-nous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine.